de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouvelles vibes et des vibes très positives avec la femme que je reçois aujourd'hui que j'ai connue à travers la danse, l'appropriation de son corps. J'ai tenu à la voir à mon micro et elle a accepté, j'en suis heureuse. Bonjour Charlène. Bonjour Hélène, comment vas-tu? Eh bien écoute, toujours bien quand je suis en ligne avec Charlène. Toujours, parce que J'adore. nos échanges, avant même que l'on parle de ta vie, sont merveilleux. Donc, ouais, toujours très cool quand je suis avec Charlène. Donc, ça va. Et toi, de ton côté? Sentiment partagé. J'étais un petit peu pressée qu'on fasse cet enregistrement ensemble parce que, ouais, je confirme, quand on échange, c'est profond et c'est naturel. Donc, ouais, c'est un plaisir aussi. Alors, super. Ben, écoute, aujourd'hui, ça va être différent, hein, notre échange. On va parler de Charlène aujourd'hui et Charlène va nous dire quelle tranche de vie qu'elle souhaite partager avec nous. Eh bien, je souhaite partager la tranche de vie, donc 28-34. Mhm. Donc aujourd'hui, j'ai 34 ans, hein, je les ai eu en octobre. Donc, on va dire que ce sont les 6 dernières années de ma vie. D'accord. Que s'est-il donc passé? Eh bien, alors que je venais en France m'occuper de mon père, puisque je sais que mon père était atteint d'un cancer, sachant que lui et moi étions très proches, sommes toujours très proches d'ailleurs, je n'ai pas voulu qu'il passe cette étape seul. Et donc, comme en plus de ça, en Guadeloupe, ça n'allait pas si bien que ça, sans aucune hésitation, je me suis dit, ben, tant pis, je prends un billet, je prends ma fille, puisqu'à l'époque, je n'avais qu'une fille, et je viens en métropole m'occuper de papa. Voilà, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et ça a été des années pas simples. Et ben, ça a été 20 mois intenses, mais je pense que j'en étais pas consciente. À ce moment-là, je ne comprenais pas réellement ce qui se passait, Tu n'avais pas puisque conscientisé en fait la maladie de ton père? j'avais conscientisé la maladie, je n'avais pas conscience par contre du degré de gravité. C'est-à-dire que je n'avais pas pensé que mon père partirait. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu le cancer, ok, mais bon, on est quand même en train de faire des épisodes de chimiothérapie, il est suivi, il a son médecin, on fait des allers-retours à l'hôpital. Bon, visiblement, on parle d'un bout de chair au foie, donc c'est pas très très grave. Je parle sur la base où le foie, c'est un organe qui se régénère, enfin, il peut repousser. On a mis un drain. Ça, pour moi, on est dans l'étape de la maladie, mais une maladie qu'on soigne, Mhm. tout simplement. Donc, je suis venue chez papa avec ma fille. On a vécu à trois dans son petit studio de Saint-Denis. Ça a duré comme ça, durant un petit moment. Et puis après, j'ai quand même pris un appartement. Mais on a toujours gardé ce lien très très fort, des sorties ensemble, des événements ensemble, l'accompagnement aussi à l'hôpital pour ces séances de chimiothérapie. Bon, avec quelques rechutes entre deux, hein, mais ça fait partie du chemin aussi. C'est-à-dire que papa, dès qu'il avait un peu de punch, il faisait de la cuisine, des barbecues, il invitait la famille, les copains. Enfin, pour lui, toute opportunité était bonne à saisir dès lors qu'il fallait passer des bons moments ensemble. Puis parfois, je râlais aussi. Je me disais, mais non, papa, il faut que tu te reposes, c'est important que tu prennes des forces, etc. Parce que à l'issue de la petite fête, après, c'était 4, 5, 6 jours de récupération, parfois la semaine à récupérer parce que la fatigue tombe aussi Oui, mais à ce moment-là. il voulait vivre intensément. Il savait selon Exact. toi? Avec du recul, je peux te dire qu'il savait. Ouais, il savait, il a toujours su en fait. Il a toujours su. Il a voulu te protéger aussi, non? Ouais, oui, totalement. Alors, moi, je l'ai mal vécu. Hein. Si tu veux,
Le fait qu'il ait voulu me protéger, ça c'est seulement après que je l'ai intégré et bien sûr que je respecte et c'est ok. Mais sur le moment, je me dis, mais j'aurais pu tomber du deuxième, tu m'as fait tomber du 20e. Tu vois la différence? Oui, C'est-à-dire que j'aurais voulu m'y préparer, j'aurais voulu, tu vois. Et je pense que lui, il m'a protégé, c'est certain. Et je crois qu'il s'est aussi protégé lui, parce que je pense qu'il n'aurait pas supporté mon regard sur lui, un regard de tristesse, un regard de mais oh là là, c'est les derniers moments. Je crois qu'il n'aurait pas supporté. Enfin, ça aurait été trop difficile. penses-tu qu'on puisse vraiment se préparer? Oui, je crois qu'il y a une certaine façon de se préparer. Alors, ça fait toujours mal, mais pour avoir vécu plusieurs morts, on va dire, enfin pas moi dans mon corps, hein, merci à la vie, mais pour avoir perdu des proches, eh bien la différence quand ça arrive de façon spontanée, c'est violent. C'est vraiment violent, c'est brutal, personne ne s'y attend, enfin t'es parti, tu reviens pas, c'est vraiment violent. Alors que dans l'étape de la maladie, il se passe quand même un processus psychologique. On n'est jamais vraiment prêt à voir partir quelqu'un qu'on aime, mais il y a cette étape de préparation quand même, consciente ou inconsciente. Est-ce que ce n'était pas toi qui faisais un déni parce qu'il était quand même malade? Il y avait des rechutes, Euh, tu l'as dit toi-même. ouais. J'ai pu faire ce déni. Hein. J'ai pu, je ne te dirai pas non parce que avec du recul, sincèrement, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu un seul instant. Je n'ai pas vu que mon père partait. Je ne l'ai pas vu. Parce que pour toi, tu avais une fixation, c'est que il allait guérir. Ouais, Parce qu'on j'en peut étais guérir du convaincue. cancer. Ouais, exactement. J'étais convaincue qu'il allait guérir. Et puis même quand on a arrêté, parce qu'à un moment donné, on a arrêté de faire la chimio. Lui, pour que je ne m'alarme pas, il m'a dit, on arrête la chimio parce que c'est bon, on a éradiqué le bout de chair. D'ailleurs, il a jamais dit cancer, hein. Ce mot n'est jamais sorti de sa bouche. Il a toujours parlé de bout de chair. Mhm. Et il a dit, ça y est, on a retiré le bout de chair, il n'y est plus, c'est bon. Là, je vais continuer à prendre des médicaments pour me soulager par rapport à la douleur, mais la chimio, c'est terminé. Tu n'assistais pas au rendez-vous avec le médecin, il y allait tout seul. Et j'assistais au rendez-vous avec le médecin. Et ce qui est fou dans l'histoire, c'est que c'est seulement après, quand on a eu le rendez-vous avec l'oncologue, je lui ai posé la question parce que j'avais vu écrit métastase sur un des dossiers. Et j'avais dit, mais écoutez, docteur, c'est écrit métastase, est-ce que ça veut dire qu'il est condamné? Et le médecin m'a dit, en tout cas là, il n'a pas l'air. Je n'ai pas dit oui et elle n'a pas dit non. Mais ça, c'est seulement après. Tu sais, c'est comme si sur le moment, ouais, il y a des choses que tu n'as pas envie de voir en fait. Et ça t'arrange bien qu'on peut répondre comme ça. Absolument. Et pour ce qui est de son médecin généraliste, en ma présence, elle n'a jamais prononcé de mots justement qui puisse alerter. C'est seulement après qu'il soit parti, quand j'ai eu un entretien avec elle, elle me l'a avoué, elle m'a dit, Monsieur Zida a toujours su, mais il n'a pas voulu que je vous le dise. Voilà, ouais, ouais, ouais. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Il t'a vraiment protégé en fait. Ouais, ouais. C'est aujourd'hui que tu lui dis merci parce qu'en fait, quelque part, les derniers mois que tu as passés avec lui, il te les a offerts. Alors, non, j'ai pas dit merci pour cette étape. Par contre, j'ai compris. J'ai compris et la colère que j'ai pu avoir, elle a disparu, quoi. Elle s'est apaisée toute seule Ah oui, et tu j'ai étais dit, mais vraiment en qu'est-ce que je colère, tu lui en comprends? voulais en fait. Ah oui, ah oui, bien sûr. Mon père, c'est mon meilleur ami, donc il y a eu comme une espèce de trahison. Je me suis sentie trahie, je me suis dit qu'il m'avait pas fait confiance. Ouais, il s'est passé tout un cheminement dans ma tête, bien sûr. J'étais Mais très en colère. quand il a arrêté la chimiothérapie, bon, c'est vrai que la façon dont il présentait les choses pouvait te laisser penser que c'était bon, mais souvent quand on arrête la chimiothérapie, mais qu'on continue quand même, parce il n'est jamais allé en soins palliatifs. Non. Il est parti du jour au lendemain. Et ben en fait, il est resté à la maison avec. En fait, il continuait quand même la chimio, mais sous voie médicamenteuse. Et il est resté à la maison à faire ses petits allers-retours, ses petites sorties, comme d'habitude, comme tout. Il est même parti en Guadeloupe. Il y a eu une rechute en Guadeloupe, mais il a pu revenir en France. Enfin, tout s'est passé comme d'habitude. J'ai l'impression que mon père avait une telle force que devant nous, il montrait pas de faiblesse, en fait. Et c'est à son retour de Guadeloupe qu'il est parti? Peu de temps après, il est rentré en août. Ouais, il est parti en novembre. Est-ce que tu étais à ses côtés ce jour-là? Oui et non. C'est-à-dire que le jour
où j'ai été alertée, donc il était chez mon oncle. Et c'est ma tante qui m'a alertée en me disant, voilà, là, je veux pas t'inquiéter, mais papa, ça va pas du tout, etc. Donc, je suis partie directement chez mon oncle. Et c'est vrai que pour la première fois, je le voyais avec des difficultés. Il pouvait plus parler, il n'arrivait plus à se déplacer tout seul. Je l'ai vraiment vu en difficulté pour la première fois ce jour-là. Avant, j'avais jamais vu avec autant de difficultés. J'étais enceinte de ma deuxième. Et là, j'ai vraiment commencé à pleurer et tout. J'ai dit, papa, non, là, ça va vraiment pas et tout. Il faut que tu ailles à l'hôpital. Il faut vraiment que tu ailles à l'hôpital. Et il voulait pas. Donc, il a caché les papiers. Il voulait pas me donner sa carte vitale. Ses documents, il ne les a pas donnés. Et j'ai dû crier, pleurer et tout. Rien à faire. Donc, j'ai retourné toute la chambre pour trouver les documents. Et j'ai appelé, le SAMU, les pompiers. Et en fait, ils nous ont pas cru. Ils m'ont pas cru parce que pour eux, mon père était encore conscient. Bon, il lui posait des questions au téléphone, il disait oui, non. Donc pour eux, c'était OK. Et le médecin a dit, bon, c'est un de grave, je vous envoie une ambulance. Donc OK, donc déjà là, je redescends en pression. Si c'est un de grave et que c'est une ambulance, c'est que c'est bon. Quand l'ambulancier est arrivé, il a dit, je ne peux pas le transporter. Là aussi, ça aurait dû m'alerter, mais non, je n'ai pas voulu voir. Donc ensuite, ce sont les pompiers qui sont venus me chercher. Bon, bien sûr, il a demandé à voir sa petite fille, il a demandé à voir ma sœur. Pour ma fille, j'ai pas accepté. Et après, je lui ai fait un bisou sur le front et tout, et je lui ai dit, plus tard. Donc, ils sont partis avec lui, et je lui ai vraiment dit à plus tard, dans le sens, tu pars, tu reprends un petit coup de boost, et on se revoit, tranquille. Enfin, pour moi, c'était pas des au revoir, quoi. Et finalement, il a fait un premier arrêt cardiaque dans le camion de pompiers. Moi, j'ai bien vu que les camions de pompiers étaient encore en bas, mais bon, je me suis pas inquiétée. Tout ce qui m'intéressait de savoir, c'était dans quel hôpital il allait être transporté pour que je puisse lui ramener ses affaires, du jus, voilà. Moi, c'est tout ce qui m'intéressait. Et finalement, j'ai demandé. On m'a dit, bon, il va aller en réanimation, hein. Je dis, ah ouais, en réanimation, c'est bizarre. Mais OK, pas de souci. Donc, je prépare toutes ses affaires, je prépare le sac et tout. Et donc, finalement, j'attends. C'est bon. Bon, je vais dormir. Et à 1h du matin, mon téléphone sonne. Et là, on me dit, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Alors, elle ne me l'a pas dit comme ça, mais je l'ai compris. Elle m'a dit, c'est en train ou ça va être ces derniers instants. Voilà, elle m'a fait comprendre qu'il tiendra pas la nuit. Tu te souviens de ta réaction quand tu es arrivée et que tu t'es mise à pleurer quand tu as vu dans quel état il était? C'est cela qu'il avait voulu éviter en te cachant justement ses souffrances, certainement, non? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais ça, je l'ai compris qu'après. C'est sur le moment, je comprenais rien. Mais vraiment rien. Il n'est pas simple d'accompagner les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Maintenant, tu peux le témoigner. Ah ouais, c'est difficile. C'est difficile, alors c'est encore pire pour eux. Je pense que la première difficulté, c'est pour eux d'abord, parce que le combat, c'est eux qui le mènent. Absolument. Mais nous, à côté, on est impuissants. On ne sait pas, il ne faut pas trop en faire, mais en même temps, il ne faut pas non plus souffrir. On ne peut pas minimiser leur douleur. Et puis dans le cas de mon père, par exemple, moi, je suis arrivée avec tisane, PPI, tu sais, toute la pharmacopée antillaise. Persuadée qu'on va remettre le monsieur sur pied et que ça va aller. Et puis un régime, alors que je dis régime, pas un régime à proprement parler, mais en tout cas une alimentation plutôt saine, limiter la viande, limiter tout ce qui est supermarché et tout, prendre des produits de qualité, enfin, tu vois, je me suis vraiment attachée à... Et lui, tout ça là, il en avait mais rien à faire. Il voulait manger sa grosse viande, profiter. Mais c'est ça, il voulait vivre à fond. Il voulait vivre à fond avant de partir parce qu'il savait qu'il allait partir. C'est ça. Ton thé, là, il n'en veut pas du tout. Il veut son jus bien sucré. Ça a été ça. Hein. Donc, en vrai, moi, je venais l'accompagner, mais en même temps, tu ne peux pas aller à l'encontre de ce dont il a besoin, de ce dont il a envie. Là, pour le coup, c'est le foie qui était vraiment le plus impacté. Donc, au niveau du goût, au niveau gustatif, il avait des fois même plus le goût des aliments. Donc, le peu de choses qu'il avait envie de manger, il fallait le laisser, en fait. Il fallait pas lui prendre la tête avec des trucs... Oui, mais tu n'étais pas dans cette optique, donc... Non. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pas simple d'accompagner. C'est vraiment... ouais.
Comment tu as fait pour lui pardonner? Quel est le travail? Quel a été le cheminement? Le comprendre. Le comprendre, aller dans son sens. Parce que mon père, c'est quelqu'un qui n'a jamais imposé qui que ce soit, quoi que ce soit, pardon, à qui que ce soit. Ni même à moi qui suis sa fille, il ne m'a jamais rien imposé. Au contraire, il a toujours eu cette oreille attentive et compréhensive. Et quand il n'était pas d'accord avec ce que je pouvais faire, parce que, par exemple, j'étais une ado qui fumait, ado et jeune adulte qui fumait, mon père n'a jamais fumé, mais il me disait, ado, même en sachant que je suis contre la cigarette, s'il te plaît, viens me demander de l'argent. Je ne veux pas que tu quémandes à qui que ce soit. Il n'était pas d'accord avec un fonctionnement, mais il va essayer de comprendre pourquoi tu le fais, comment tu le fais, et il t'accompagne. Et c'est ça, en fait, que j'ai utilisé finalement envers lui-même, quand il a été question que lui fasse une erreur vis-à-vis de moi. Je dis erreur parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, mais ce n'est pas du tout une erreur. C'est son choix, son chemin, sa décision, sa maladie, puis sa vie aussi. Donc, je n'avais qu'à respecter ce que lui avait pris le temps d'installer pour notre sécurité à tous, finalement. Et donc, c'est juste aller dans ce sens, son sens à lui, et juste comprendre. Comprendre, mais qu'est-ce qui a pu le pousser à aller jusqu'au mensonge, tu vois? Eh bien, c'est tout simplement l'amour, en fait. Il n'y a pas eu d'autre raison. Et je pense que mon père m'aime par-dessus tout et qu'il n'aurait pas tenu 20 mois À te s'il voir était raison pleurer, de à te voir sa voir fille. triste, Voilà. à te voir... Voilà. C'est un bel acte d'amour. Ouais. Ah ouais. Aujourd'hui, je suis capable de te dire oui avec une profonde conviction. Bien sûr. Et ça fait pas si longtemps que tu te dis cela. Ça fait pas si longtemps et en même temps, ça passe tellement vite. Je me dis, mais ça fait déjà 6 ans. Enfin, ça passe à une vitesse que on se rend pas compte. On se rend pas compte. Ça va très très vite. Qu'est-ce que ça te fait d'en parler aujourd'hui? J'adore en parler. Je trouve que dans cet échange qu'il y a pu y avoir avec mon père, ça a été tellement, j'ai envie de te dire, sain, tu vois, tellement rempli d'amour, tellement nous, que jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Le fait d'en parler, j'adore, j'en parle tout le temps. Ce n'est pas un sujet tabou. Au contraire, je sais que pour certaines personnes, c'est difficile de verbaliser, de pouvoir mettre des mots dessus. Mais moi, c'est un moment de ma vie qui fait partie de moi. La difficulté de verbalisation vient peut-être du fait qu'on ne soit pas dans l'acceptation, justement. Certainement. Ça peut être le cas. Après, est-ce que c'est forcément l'étape d'acceptation? Des fois, c'est simplement... c'est plutôt de la pudeur. Tu sais, les gens n'aiment pas tellement parler de leurs ressentis, n'aiment pas tellement parler de leurs sentiments. Oui, parce qu'ils mettent au grand jour leur vulnérabilité aussi. Ouais, je crois que ça peut gêner aussi. Même si on a passé l'étape de l'acceptation, mais il y a une certaine pudeur qui se met et on n'aime pas trop aller dans des sujets comme ça, profonds. Et puis la mort fait peur. Ouais. La mort dérange. Ouais, la mort, ça fait peur. On sait tous que c'est l'issue, et pourtant, s'il y a une chose que l'être humain, enfin, je trouve, a du mal à gérer, c'est la mort. Ouais, le départ est difficile. Et moi, je pense que c'est culturel. Hein. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est en fonction de là où tu vis qu'on te propose une facette de la mort qui peut être difficile parce que finalement, quand on y pense bien et quand je vois le cheminement que j'ai avec mon père jusqu'à aujourd'hui, même après son départ, je me dis, mais si jamais j'avais été éduquée dans ce sens-là, ça m'aurait fait moins peur. Ça m'aurait beaucoup moins effrayée. On a toujours le sentiment que une fois que la personne est morte, c'est fini, qu'il n'y a plus rien. Oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que tu parles de ton père au présent. Ouais, toujours. Ah, toujours. Oui, parce que je continue à avoir cette relation avec lui. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il ne soit plus là physiquement, c'est quelqu'un avec qui je continue à communiquer en permanence. Que ce soit à travers les rêves, je reçois beaucoup de visites de lui. Je pense qu'en 6 ans, il n'est jamais resté une période sans venir, ne serait-ce que m'annoncer des messages ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi sur des symboles, ça peut être sur des synchronicités. En fait, j'ai développé, justement, depuis son départ,
J'ai développé une certaine façon de communiquer avec lui que je ne connaissais absolument pas avant. Et avant, si j'avais entendu des gens parler comme ça, j'aurais dit, mais ces gens-là sont fous. Enfin, Est-ce qu'il y a dans ta vie un avant et un après par ouais, rapport au départ bien de ton sûr. père? Totalement. Totalement. Le départ de mon père m'a ouvert à la spiritualité. Je n'aurais jamais fait ce pas vers la spiritualité si je n'avais pas perdu mon papa. J'en suis persuadée. Et j'ai une cousine qui a été veuve à 30 ans, puisqu'elle a perdu son mari dans un accident de voiture, pour ne rien cacher le jour de Noël. Wow. Cette cousine, quand mon père est parti, elle m'a appelée et elle m'a dit « Charlène, tu verras, perdre quelqu'un, c'est une richesse. » Autant te dire, Hélène, que quand elle m'a dit ça, sur le coup, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas franchement. Hein? je peux te dire que quand elle m'a dit ça sur le moment, je l'ai envoyé valser quand même. Et je trouvais que ça n'avait ni sa place, ni son ton. Enfin, je n'avais pas compris pourquoi elle m'avait dit ça, etc. Et une fois seulement que j'ai compris ce qu'elle a voulu me dire, je l'ai rappelé et je lui ai dit à la Ingrid, tu m'avais dit cette phrase une fois, je te demande pardon parce que j'ai mal réagi, mais maintenant je sais ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ça a développé chez moi des capacités que je n'avais pas avant et que je n'aurais pas cherché à développer de toute façon parce que ma spiritualité, c'était déjà mon père. Mon Dieu, c'était déjà lui. Je savais que je pouvais me jeter du deuxième étage et mon père, il serait en bas en train de me récupérer. Hein. J'avais vraiment cet homme comme étant pilier, potomitan central de ma vie, fondation de la maison, quoi. Donc, j'avais pas besoin. J'ai été certes religieuse, mais je n'étais absolument pas spirituelle. Je n'avais même pas conscience de cette partie de moi. Ce côté divin, ce côté de puissance et tout, je l'aurais jamais exploré. Et c'est justement le départ de papa, le départ physique en tout cas, qui a entraîné ça. Et bien sûr, et je suis différente. Je ne suis plus la même. Tu aurais pu continuer à être la Charlène d'avant. Non. Alors, comment s'est présenté justement ce chemin de spiritualité? Le chemin de spiritualité s'est présenté lorsque les personnes autour de toi viennent te dire « mais il faut le laisser partir, mais il faut accepter, il faut faire le deuil ». Et tu sais, moi j'ai un problème avec les phrases toutes faites. Hein. Les condoléances et consorts, ce sont des choses qui me font gerber. Et donc je ne comprenais rien à ce que les gens voulaient me dire. Mais je ne comprenais rien. Je me dis, mais pourquoi les gens me parlent de ça? Ça ne veut rien dire. Pour moi, ça n'avait vraiment aucun sens. Mais ça a l'air d'avoir du sens pour tout le monde. Et là, je me suis dit non. Si ça ne me parle pas, c'est qu'il y a autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il faut laisser partir? Déjà, le il faut d'obligation, je ne le comprends pas. Parce que si on parle de cheminement, parce que d'après ce que j'ai compris de la signification du deuil, c'était quand même un cheminement. Si on parle de cheminement, ça veut dire que c'est quelque chose qui se fait de façon naturelle et qui prend son temps. On n'est pas tous les mêmes. Peut-être que pour toi, ça va durer, je sais pas moi, 6 ans, et que pour quelqu'un d'autre, ça peut durer 2 ans. On n'a pas tous le même parcours. Donc déjà, je me suis dit c'est que ça fonctionne pas pour moi. Ensuite, l'histoire du deuil, qui venait avec l'idée d'acceptation aussi, je me suis dit, mais j'ai rien à accepter. Enfin, je veux dire, les choses sont venues à moi, on m'a pas demandé mon avis, c'est comme ça, maintenant, il va falloir juste que je trouve des solutions pour vivre avec, pour continuer à avancer dans mon propre chemin. Et de là, j'ai commencé à me rappeler qu'en fait, je suis guadeloupéenne et que je suis danseuse de gros cas, et que justement, dans ce côté danse de la Guadeloupe, il y a une chose dont les gens parlent, mais sans trop en parler, que les gens savent, mais ils n'aiment pas trop que ce soit su, ou ceux qui connaissent ne disent pas réellement ce que c'est, mais ceux qui ne connaissent pas ont tendance à diaboliser, et bien c'est le contact avec les ancêtres. Et ça, Hélène, c'est quelque chose que je n'aurais pas eu conscience avant le départ. C'était pas possible. D'abord, je n'ai pas été éduquée en ce sens. Il faut faire attention parce que ça peut être de Satan, etc. Enfin, il y a tout un truc autour des ancêtres qui était loin, loin de mes croyances. Et là, si tu peux communiquer avec tes ancêtres, pourquoi tu ne peux pas communiquer avec ton propre père? Enfin, il se passe quelque chose. Et c'est là que ça a commencé.
Souvent, on parle de la relation mère-fille, père-fils, mais c'est pas souvent qu'on parle de la relation forte qu'il peut y avoir entre un père et sa fille. Mhm. Toi, c'était le cas, vous étiez fusionnel en fait. Ah oui, on était vraiment fusionnels, meilleurs amis. Enfin, mon père, c'est mon confident. Je peux te dire que le jour où j'ai eu mon premier rapport sexuel, ça je le raconte à chaque fois, les gens sont toujours super choqués quand je dis ça. J'ai appelé mon papa. Allô papa, tu sais, il y a eu passage à l'acte. Oui, en général, on s'attend à ce que la fille aille dire ça à sa mère, mais pas à son Ah père. voilà, Parce que souvent, les eh ben pères, non. la réaction, c'est ne pas toucher à ma fille. Quoi? Il y a un mec qui a osé poser la main sur ma fille. Ah, ah. Mm. Eh ben, pas ce papa-là. Pas ce papa-là. Il m'a juste demandé est-ce que j'avais été forcée. Il m'a demandé est-ce qu'on m'a forcée. J'ai dit non. Il m'a dit c'était quelque chose que tu as voulu. Oui. Il m'a dit ok, je prends rendez-vous chez le gynécologue. Un père en or. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Parce que tu sais, perdre quelqu'un de proche, quelqu'un à qui l'on tenait beaucoup, c'est une petite traversée du désert. On a du mal à entendre certaines phrases toutes faites. Il est difficile de donner des conseils. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, quand même, à des personnes qui perdent un Un proche? proche. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de conseil vraiment à donner parce qu'on n'est pas pareil. Voilà. On a tous des façons différentes de recevoir l'expérience, parce que pour le coup, c'est une expérience sur Terre. Et on n'est pas les mêmes. Je sais que pour certaines personnes, c'est important pour eux qu'on vienne les soutenir, qu'on leur souhaite les condoléances, qu'on soit là pour eux, etc. Personnellement, ça n'a pas du tout été mon cas. Donc, ça va être difficile pour moi de conseiller. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est écoutez-vous, écoute-toi, écoute profondément ce qui se passe dans ton cœur et pas ce que le conscient collectif est en train de te dire. Parce que c'est là qu'on passe à côté de choses incroyables en fait. C'est ton propre cheminement, c'est ta perte, c'est toi qui as perdu. Alors on a une personne en commun, mais pour moi c'est un papa, pour ma fille c'est un grand-père, pour ma maman c'est un ex-mari, pour ma grand-mère c'est un fils. Tu sais, on a tous une relation différente avec cette personne. On l'a en commun, certes, mais sous des angles différents. Donc, je ne peux pas demander à ma grand-mère, par exemple, d'accueillir cette information-là avec sérénité. Enfin, ce serait bien sûr impossible pour moi. Mais par contre, je peux lui dire, grand-mère, écoute-toi, écoute ce que tu ressens, écoute ce que tu entends. Je sais que ma grand-mère n'est pas allée à l'enterrement parce qu'il est déconseillé d'enterrer son fils ou d'aller au cimetière ou je ne sais quoi. Ah bon? Ouais. Ah. Donc, elle n'est pas allée au cimetière. Elle est allée à la veillée, mais pas au cimetière. Et ben, voilà. Et ça, ce sont des choses, je me dis, mais pourquoi on écoute ça? Peut-être que profondément, elle avait envie d'y aller dans ce cimetière. Tu vois ce que je veux te dire? Mhm. Donc voilà, je peux pas conseiller, mais connectez-vous. Connectez-vous et allez dans vos profondeurs et allez dans le sens des messages que vos émotions vous donnent. Si ton cœur te dit de faire telle ou telle chose, eh ben fais-le. Alors, s'il fallait que je retienne quelque chose de cet échange, Charlène, je dirais que la spiritualité tient une place importante dans la vie, en tout cas dans la tienne, et que cette spiritualité peut beaucoup aider à vivre les différentes expériences qu'il nous est donné de vivre sur Terre. Est-ce que j'ai bien résumé? Exactement. Ah ouais, totalement. C'est exactement ce que je pense. Et je me dis que la spiritualité, elle est venue à moi sous cette forme-là. Peut-être que pour d'autres personnes, elle viendra sous d'autres formes. Parce qu'on ne sait jamais, encore une fois, comment ça vient. Mais ouais, c'est très important. Et je pense que si on occulte cette part de nous, c'est-à-dire que si on oublie qu'on est pleinement divin, pleinement humain, qu'on donne trop d'importance à l'un ou à l'autre, eh ben on peut vite partir dans un déséquilibre. Et des fois, le déséquilibre, ça entraîne aussi la chute. La Charlène d'aujourd'hui, elle est en paix, non seulement avec son papa, mais surtout avec elle-même. Ouais, exactement.
Alors d'abord avec Papounet, parce que j'étais fâchée. Ouais, J'étais très oui. fâchée. Et maintenant, tu lui dis merci. Merci, papa. Et maintenant, maintenant c'est différent. C'est ça. Merci papa, merci de continuer à être là. Merci pour les messages que tu continues à m'offrir. Maintenant, ce que je fais avec ce que j'ai reçu, c'est que je transmets à mes filles aussi. Donc la petite, elle est encore trop petite, mais la grande perçoit aussi les signaux de son grand-père. Elle me dit, maman, regarde, aujourd'hui, c'est passé ça et c'est passé ça. Donc voilà, elle le développe aussi de son côté. Donc ouais, je ne peux qu'être en gratitude pour ça. Et oui, ça apporte de la sérénité. C'est magnifique. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à ceux qui nous écoutent? On ne donne pas de petits combats aux grands guerriers. Voilà ce que je dirais. C'est-à-dire que derrière chaque bataille, même si c'est difficile, que tu y laisses des plumes, tu as toujours à gagner. Alors c'est difficile à comprendre. Hein. Enfin, je veux dire Oui, sur le moment, sur l'instant, c'est dur. sur l'instant, oui. Mais voilà, mais peut-être qu'il faut quand même l'entendre, ce message. Et puis au moment où tu es prête à ce que la définition vienne à toi, et ben ça se fait naturellement. Merci pour ce message, Charlène. Et ben je t'en prie. J'ai été très émue de cette histoire avec ton papa, de cette histoire d'amour avec ton papa. Merci de l'avoir partagée avec nous. Et je pense qu'elle parlera beaucoup, je l'espère en tout cas. Donc je te souhaite une belle route en tant que maman, une belle route en tant que femme. Et je sais que le travail que tu fais au quotidien, justement, s'adresse aux femmes. Ouais. Donc je sais que tu leur portes beaucoup. Merci Hélène. Eh ben, merci de m'avoir donné la parole. Encore une fois, j'adore partager mes expériences, j'adore parler de sujets profonds, j'adore parler de ce qui m'a moi poussé à un moment donné, ce qui me galvanise, qui a aussi pu être un moment de faiblesse, parce qu'attention, je suis comme tout le monde. Hein, Ah, tu restes un être humain, on est d'accord. Je reste humaine, bien sûr. Ouais. Et voilà, merci de m'avoir donné la parole pour ça. Et j'espère effectivement que ça pourra faire écho dans le cœur de celles, de ceux qui ont perdu un être cher et qui parfois reçoivent des messages et ne savent pas comment les interpréter. Hein. Des fois, c'est ça aussi. Hein. Je sais pas. On verra bien. Ça prend son chemin. Oui, absolument. En tout cas, je te remercie grandement d'avoir accepté de venir en parler à mon micro. Avec plaisir. Je sais qu'on se reverra. Eh ben oui, j'y compte bien. Je t'embrasse très très fort, Charlène. Bisous. Et je te souhaite une longue et belle vie. Merci Hélène. À bientôt. Je t'embrasse. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.